Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je remercie aussi nos conférenciers, professeur Shepard, maître David Shaw de chez Shaw-Zion et Alexis Wawanolavad, étudiant chez nous d'abord, le plus important, ancien député de l'Assemblée nationale et ancien membre du Conseil des Abénaquis d'Odanak. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet d'actualité sur plusieurs durées. C'est pas le sujet le plus joyeux, mais on va essayer d'avoir un plaisir intellectuel et moral à s'interroger sur le processus, tentative d'éclairage et de propositions de solutions auxquelles s'attaque la commission vient. Donc, on va revenir, nos conférenciers vont sans doute revenir un peu là, sur la genèse de cette commission d'enquête québécoise. Je vais quand même en dire juste quelques mots. Là, on se rappelle de la gravité d'allégations. Ça avait été couvert par les médias, allégations de crimes graves, portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, agressions sexuelles de la part de policiers dans la région de Val-d'Or à l'endroit de femmes autochtones. Il n'y a pas eu d'accusation de portée, mais le gouvernement du Québec a jugé que la probabilité d'un niveau de racisme systémique était suffisante pour constituer une commission d'enquête. Donc là, on n'a pas créé une commission de consultation. On a créé une véritable commission d'enquête chargée, on reviendra là, sur le mandat, mais en gros, d'établir des faits, proposer des recommandations, mais il y a aussi la notion de réconciliation si je ne m'abuse, dans le titre dans le titre même, dans le nom qu'on a donné à la commission. On a d'ailleurs ici, à l'Université de Sherbrooke, de nos diplômés, quand j'ai des anciens étudiants du cours de droit des Autochtones que j'ai créé à mon arrivée ici, pas tout à fait à mon arrivée, là, un peu après, mais il y a environ 6 ans, des gens qui ont suivi le cours, qui travaillent, on est assez bien représenté à l'Université de Sherbrooke, là, la commission. D'ailleurs, on aurait aimé, je dois dire, avoir un panel un peu plus élargi qui aurait compté plus de femmes. Ça a été plus difficile que prévu. Entre autres, une des candidates approchée ne peut plus pour des raisons professionnelles puisqu'elle travaille auprès de la commission. Là, donc, une de nos diplômés, Geneviève Richard, qui a suivi le cours ici. On a aussi un de nos diplômés qui a suivi le cours ici, Rodrigue Turgeon, qui travaille. Donc, on m'a dit que c'est ça, Sherbrooke était bien représenté sur la commission. Je pense qu'ils vont suivre les résultats de nos discussions d'aujourd'hui d'assez près. Et le but de l'activité aujourd'hui, il y aura 3 présentations d'une vingtaine de minutes. On a quand même pas mal de temps. Et l'objectif, c'est qu'on puisse mettre à profit ce temps pour la discussion avec vous. Là. Donc, moi, je vous serai gré, et je pense que nos conférenciers aussi le seront, là, de votre participation. C'est vraiment, n'hésitez pas, c'est un véritable exercice universitaire. On ne veut pas là, que vous ayez de réserve sur la gamme d'interrogations que vous puissiez avoir. C'est vraiment l'occasion de poser des questions. Donc, dans la mesure où tout est fait de manière respectueuse, toutes les questions sont légitimes et peuvent être posées. Je vous invite à saisir l'occasion qui vous est offerte aujourd'hui pour qu'on contribuer là, à un véritable débat. Donc, moi, sans plus tarder, ça fait quand même quelques jours que j'ai hâte, et puis là, bon, ça suffit. Je vais tout de suite céder la parole au professeur Shepard de l'Université McGill, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'entendre à Edmonton l'automne dernier. C'était excellent. Donc, nous avons tous des attentes très élevées.
À toi la parole. L'éclairage, est-ce que c'est bon pour la présentation de... Bon, merci Maxime et bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de participer dans ce colloque sur ce sujet tellement important. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non-cédé de la Confédération des Abenaki et des Wabanaki. Alors, merci. Bienvenue sur mon histoire. Aujourd'hui, je vais présenter quelques idées au sujet de la discrimination systémique envers les individus et les communautés autochtones. Je vais faire la première partie de ma présentation en français et la deuxième partie en anglais, mais j'ai surtout les citations que je vais utiliser soit en anglais ou en français sur le PowerPoint. Alors j'espère que si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je peux faire la traduction aussi. Okay. Alors, le sujet de la discrimination systémique est directement lié au travail de la Commission Vien, parce qu'en établissant la Commission, le gouvernement du Québec a constaté le risque de pratiques discriminatoires envers les Autochtones dans le cadre de la prestation de services publics au Québec. Et maintenant, je travaille sur un projet plus général sur le concept de la discrimination systémique. Et c'était au sein de ce travail et de recherche que j'ai trouvé plusieurs cas de discrimination qui touchaient les communautés autochtones. Surtout, les cas que j'ai regardés, c'était surtout les cas à l'extérieur du Québec, mais je pense que c'est aussi pertinent au Québec. J'ai aussi trouvé plusieurs rapports gouvernementaux qui discutent des problèmes graves de discrimination envers les communautés autochtones. Alors, pour le plan de la présentation, je vais d'abord commencer avec une petite explication de ma compréhension du concept de discrimination systémique. On entend beaucoup parler de la discrimination systémique, mais je pense que c'est important de clarifier exactement qu'est-ce que ça veut dire. Après, je vais donner quelques exemples de discrimination systémique envers les communautés autochtones. Surtout, je vais commencer avec la violence policière, mais après, je vais regarder dans les services de santé et aussi les protections de la jeunesse. Et troisièmement, je vais conclure avec quelques réflexions sur des pistes de solutions. OK, alors, juste pour commencer pour la discrimination. D'abord, comme vous savez, j'imagine qu'il y a la discrimination directe, et on pense souvent à ça quand on parle de la discrimination. Ça, c'est le traitement négatif et différentiel lié aux préjugés, au racisme, sexisme et des autres sortes d'inégalités. Alors, comme quand il y a vraiment un traitement négatif et différentiel. Deuxièmement, il y a la discrimination indirecte, ou en anglais on dit adverse impact ou adverse effect discrimination. C'est la discrimination par suite d'un effet préjudiciable où la norme neutre, les pratiques ou les politiques au sein de l'institution ont des effets discriminatoires. Alors, ça a l'air neutre, mais en regardant les effets, on peut voir que c'est différent pour les groupes différents. Alors, c'est comme la discrimination indirecte. Et troisièmement, alors, il y a la discrimination systémique. Et la discrimination systémique peut résulter de politiques et de pratiques apparemment neutres, alors parce que c'est institutionnalisé au sein des institutions, mais aussi il faut se rendre compte que la discrimination systémique peut résulter des politiques ou de pratiques expressément conçues pour exclure ou pour blesser. Sa reproduction au fil du temps résulte de l'interaction entre l'exclusion et aussi les attitudes et les croyances discriminatoires. Alors, c'est vraiment un mélange. Ce n'est pas juste la discrimination indirecte qui est liée à la discrimination systémique. C'est un mélange, ça peut être tant la discrimination directe que la discrimination indirecte qui peuvent être impliquées. Alors, juste pour vous donner quelques citations, Madame la juge Rivet du Tribunal des droits de la personne
Expliquer la discrimination systémique comme ça, la discrimination peut aussi résulter d'un ensemble de facteurs complexes et de pratiques institutionnalisées qui interagissent de manière à produire un effet global d'exclusion sur les membres du groupe protégé. La discrimination dont il s'agit alors est dite systémique, en ce sens, qu'elle renvoie à une situation cumulative et dynamique d'interdépendance entre différentes variables. Alors, on voit, je pense, l'idée d'être cumulatif et dynamique et un mélange de facteurs institutionnalisés est important à retenir. Une autre explication dans la jurisprudence, c'est l'Alliance de la fonction publique du Canada, une décision qui portait sur l'équité salariale, mais la discrimination systémique est décrite comme un phénomène continu qui a des origines profondes dans l'histoire et dans les attitudes sociétales. Elle ne peut être isolée sous la forme d'un seul acte ou d'une déclaration unique. Par sa nature même, elle s'entend sur une certaine période. Alors, c'est lié aux problèmes plus larges de la société. Et ça, c'est difficile pour le droit parce que normalement, en droit, on veut réagir à un acte spécifique dans le temps, pas un problème qui est cumulatif, dynamique, etc. Alors, pour prendre les mots de Madame la juge Rosalia Bella, elle explique que la discrimination systémique rend nécessaire l'adoption de mesures systémiques. Alors, si on est confronté par un problème systémique, il faut trouver des solutions systémiques aussi. Et ça, c'est, je pense, un des défis de la Commission Vienne. Elle dit plutôt que de voir en la discrimination une seule victime ou un seul coupable, l'explication systémique reconnaît qu'en gros, ce sont les systèmes et les pratiques que nous avons adoptées, parfois à notre insu, qui préjudicient à certains groupes de la société. Ce sont les répercussions du système plutôt que les attitudes qui sont à la source, qui justifient l'adoption des mesures correctives. Alors, et elle avait proposé toute une gamme de mesures préventives et protectives, ça dans le domaine d'emploi. Mais je pense qu'on peut prendre ces mots et réfléchir sur l'applicabilité de ces idées dans le contexte des services publics. Quels sont les problèmes systémiques? Comment est-ce qu'on peut réagir pour développer des solutions préventives et systémiques? Alors donc, avec ces définitions du concept juridique de la discrimination et surtout la discrimination systémique, je pense que on peut regarder quelques exemples, surtout des exemples qui touchent des personnes et des communautés autochtones. Alors, je vais commencer avec la discrimination systémique et la violence policière. Et pour ça, juste avant de lire tout ça, je vais continuer un peu en anglais maintenant, parce que j'ai fait la recherche en anglais. But so we're all aware of the egregious treatment of Indigenous women by the police officers in Val-d'Or, and their mistreatment of Indigenous women can be understood as a form of intersecting sex and race-based discrimination. Indigenous women were targeted on the basis of their sex and race and their Indigenous identity for harmful, violent conduct, treatment by the police. Now, although this was perpetrated by individual police officers against individual Indigenous women, the pervasiveness of the problem makes it systemic. The fact that there was more than one incident. It wasn't obviously all the police officers. There are a lot of police officers in Val-d'Or who are not engaged in this misconduct. But there were enough to make it more than simply an aberrant, isolated individual problem. Ça va en anglais? Ça va? Okay. It's also systemic, not only because there were numerous instances of it, but because of the repeated failure of the Val-d'Or Police Department to stop it. And indeed, in some instances, there's been discussion of the concept of systemic negligence or institutional betrayal. The failure to take action when an institution knows that there's some wrongdoing occurring also contributes to the systemic dimensions of it. They turned away, they didn't discipline, they didn't set out clear guidelines
for police conduct to ensure that these kinds of activities would not happen. Now, unfortunately, the situation in Val d'Or is not unique. And this is where I wanted to just read a couple of quotations from other instances outside of Quebec, because the problem is not isolated to Quebec. So if you look at a report from the Human Rights Watch on police abuse of Indigenous women in Saskatchewan, they documented 64 alleged cases of violent abuse against Indigenous women at the hands of the police, and it included excessive force, invasive body and strip searches by male officers, and sexual harassment during these searches. What's also significant is that the province of Saskatchewan has also come under scrutiny and criticism for abusive practices by law enforcement in Indigenous communities, both on and off reserve, and the on and off reserve dimension renders this area complex as well. But these included the now infamous Starlight Tours, which was also an issue in Val d'Or, where police would drive Indigenous people to the outskirts of the city to walk home in the dead of winter, risking death by hypothermia. And these Starlight Tours, not interesting, but are reported to have been happening since as early as 1976. So again, when we think about the systemic dimensions, this is not a new problem. It has roots that go back over 30, 40 years and longer. Certainly, many of these issues, and particularly in thinking about reconciliation, one has to go back to the histories of colonization, the history of the residential schools, and other histories of abuse, and think about how they relate to the legal issues or the legal remedies that we begin to develop. Now, just beyond this direct violence by police officers against Indigenous women in particular, there's also the problem, and this is highlighted by the National Inquiry into Murdered and Missing Indigenous Women, a national inquiry, Missing Women and Girls, that Indigenous women and girls in Canada experience alarmingly high levels of violence. They represent just 4.3% of Canada's female population, but 16% of female homicide victims are Indigenous. And for too long, the government's response to the violence has been glaringly inadequate, so much so that the United Nations called it a grave violation of the rights of Indigenous women and girls. Now, what's significant about this issue is it points to another problem with policing, and that is the inadequate protection by the police of violence by non-state actors. That's protecting Indigenous women from family, domestic, violence in the streets, violence by non-government perpetrators. And in this regard, you can see another issue that comes up with public services and discrimination that came through this is a study by the Ontario Human Rights Commission, Paying the Price, the Human Cost of Racial Profiling. If you read that first quote, is the negativity which many people feel about how they will be treated leads them to avoid using public institutions, like the police, to get assistance when they need it. Aboriginal and other communities consistently report that while they frequently feel the brunt of greater law enforcement attention from the police, they also receive less peacekeeping and other types of protection. So that's another form of discrimination that we see linked to policing. And if you look at this last quote, I will never, in terms of police violence, I will never forget that day, says Lena G., whose 15-year-old daughter's arm was broken by a police officer after the mother called the police to help during an argument between her daughter and her daughter's abusive boyfriend. It's the worst thing I ever did. I wish I didn't call. So she calls the police for assistance, and the police end up harming her daughter, who was the victim of the domestic violence, which was the reason for the call. And that raises an example of the cumulative effects of systemic discrimination. Because you have inadequate police protection, then you have people who call the police being harmed, or potentially deciding not to call the police because they're fearful that they may be harmed, the victim may be harmed, or there may be racial profiling against the alleged perpetrator as well. So another problem that comes into play. Okay,
So I want to shift now to the second example, c'est services de santé et discrimination systémique. And this second example, I'm going to focus here on what's been called Jordan's Principle. And I'm not sure if you've heard about Jordan's Principle or not. I haven't for a while, but I find it's emerged as an important principle for ensuring equitable health services for Indigenous people, most specifically children. And Jordan's Principle, which is a child first principle, it was named to honor the memory of Jordan River Anderson, who was a young Cree child who was born with complex medical needs. And he spent his five short years in this world institutionalized in a hospital. He could have moved out of the hospital into a family home care situation, but the Manitoba government and the federal government couldn't agree on who should pay for the services. There was jurisdictional infighting between governments about who's responsible to pay for health services. And this jurisdictional complexity between multiple levels of government, I think, emerges as one of those discrimination indirecte or systemic factors that don't look like direct discrimination, but which can cause inequality. So in the wake of Jordan's death, le 12 décembre 2007, la Chambre des communes a, à l'unanimité, adopté une motion selon laquelle le gouvernement devrait immédiatement adopter le principe de l'enfant, d'abord, après le principe de Jordan, afin de résoudre les conflits de compétences en matière de services aux enfants des Premières Nations. Okay, and in effect, the Jordan's Principle, as it was explained in a subsequent case, I don't know if you could read it, but just the key parts of it, of Jordan's Principle, are the following: that lorsqu'un service gouvernemental est offert à tous les autres enfants et qu'un conflit de compétences surgit entre le Canada et une province ou un territoire, ou entre des ministères du même gouvernement au sujet des services offerts à l'enfant d'une Première Nation, le ministère contacté en premier doit payer pour les services et peut demander à être remboursé par l'autre ministère ou l'autre gouvernement après que l'enfant ait reçu le service. So, in effect, it's a principle that states that the first government approach pays, and then deal with the jurisdictional issues after, and it ensures no gaps in services to First Nations children. And in effect, I would argue that it is a principle, although it doesn't look like an anti-discrimination or an equality principle, it in effect ensures equitable services between First Nations children on reserves in particular and other children. Okay, so now although Jordan's Principle was simply a motion passed in the federal parliament that doesn't have legal force per se, it wasn't a law, it wasn't passed as a regulation, it wasn't a court order. Nevertheless, in a very interesting case in 2013, Pictou Landing Band Council and Marina Beadle against Canada, Justice Mandaman, who's one of the very few Indigenous judges on the federal court, took Jordan's Principle and used it to compel the federal government to provide more funding in the case which had certain parallels with Jordan Anderson's case. And this was a case that involved a young boy, Jeremy Mewasig, who has complex health needs and multiple disabilities. And his mother, Marina Beadle, had been taking care of him a lot in the home with some support. She suffered a stroke. And after her stroke, she needed more help in the home in order for him to stay in the home. And it was on a reserve in Nova Scotia. And so she made a request, and the band council made a request to the federal government for additional funds. They said, no, this is too expensive. If you want, we can send them to an institution, long-term hospital. But she said no. And in the face of that refusal, she went to court with the Pictou Landing Band Council.
and Justice Mandelman found in her favor. And here's one quote from the decision. Je note également que la seule autre option offerte à Jeremy serait le placement en établissement qui entraînerait une séparation avec sa mère et sa collectivité. Jeremy serait séparé de sa collectivité et de sa culture. Il serait comme le triste petit Jordan, placé dans un établissement séparé de sa famille et de la seule maison qu'il ait connue. Il se retrouverait dans la même situation que le petit Jordan. Okay. Okay, so just and in the way, just to underscore the importance of this emerging Jordan's principle, the Truth and Reconciliation Commission, in their final calls to action, called upon all levels of government to fully implement Jordan's principle. So it would seem to me, with respect to the Commission Vien, that Jordan's principle, with respect to public services, should be integrated into some of the recommendations. Jordan's principle to date only applies with respect to Indigenous children, and it's been applied mostly to Indigenous children on reserve. But it would seem to me that, by extension, whenever jurisdictional questions or complexities result in individuals falling through the gaps between government services, Jordan's principle perhaps can provide us with some guidance, that one provides the public service to the population that needs it and sorts out the governmental jurisdictional complexities afterwards. Now, jurisdictional questions evoke concerns about federalism. Which level of government is responsible? And whereas normally governments are seeking greater jurisdictional responsibility, they want more power and jurisdiction, it's not always the case with respect to responsibilities to ensure clean water, to address structural poverty, to deal with education and health services for Indigenous peoples. There's a tendency for governments to deny responsibility or for jurisdictional complexity to emerge. So just to finish on this, this example in the health domain, you can see that the Pictou Landing and Marina Beetle case in particular provides us with a lot of important lessons. One, this continuing risk of governments seeking to institutionalize First Nations children. That was the solution offered by the federal government, rather than providing increased costs, increased funding. The non-recognition of the unpaid care work done by Marina Beetle prior to her stroke, it was completely invisible, all of that contribution, which is an interesting sort of systemic gendered dimension of this case. The risk of bureaucratic indifference, that the governmental official who was where the funding was requested had discretion, could have provided, it was within the realm. She said, no, it's too much money. But as Justice Mandelman concluded, it was within the scope of government policy to provide those funds to ensure that Jeremy could have stayed home. And also, whereas this case, in the domain of health, focuses on providing specific funds for Jeremy to keep him home, health more generally, in terms of public services, raises huge systemic questions about how to prevent illness, public health, going back safe water, poverty, housing, good housing, all of those systemic structural factors which go into determinants of health in a preventive, proactive way, which should come into the equation with respect to public services and health, rather than simply additional funding to deal with complex and multiple health needs after the fact. Okay, so the last example, okay on time, is the Service de Protection de la Jeunesse. And this is another area where we see the question of access to equitable public services arising. And child welfare and child protection services are critical, again, to issues of institutionalization. And what's interesting is in this case,
at the bottom, I don't know if you could read that, I'll read it at the Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. That's a public interest organization, the First Nations Caring Society, which was founded to advocate for children and child welfare needs against Canada. What's interesting in this case is that the First Nations Caring Society filed a human rights complaint with the Canadian Human Rights Commission for discrimination in levels of funding provided between off-reserve and on-reserve children for child welfare services. So again, it emerged and came through the court system as a funding issue. You might have thought that they would have gone to court under some theory of fiduciary obligation, Aboriginal rights, charter equality violations, but they chose the more administrative type law route to file a human rights complaint for discrimination on the basis of race and Indigenous status against Aboriginal children living on reserves for underfunding. And there were numerous procedural hurdles. They said, oh, you can't compare how much the federal government spends on child protection versus how much the provincial governments spend, or how can you assess this complicated government funding formula? Well, after many years of legal maneuvering, the Canadian Human Rights Tribunal came out with a path-breaking decision where they concluded in a long decision that the federal government's underfunding of child welfare services on reserves constituted discrimination against Indigenous children on reserve. And you can see, in addition, and this one quote I just pulled out, dans le cas des Premières Nations, la principale source de mauvais traitement infligé aux enfants est la négligence, qui se présente sous la forme d'un manque d'encadrement et de l'incapacité à répondre aux besoins fondamentaux. Dans les réserves, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement, l'alcoolisme et la toxicomanie sont des facteurs de risque courants qui requièrent la prestation de services précoces de counseling et de soutien aux enfants et aux familles pour éviter l'intervention des services de protection de l'enfance. So again, what they concluded here was that the underfunding not resulted in more Indigenous children being taken out of their communities into foster care than should be the case. And you see a disproportionate numbers of Aboriginal children in care, in foster care, compared to non-Indigenous children. And in addition, that it's often these larger systemic structural issues, poverty, lack of good housing, lack of clean water, that create conditions that put a child at risk such that he or she needs to be taken from the family. So again, you can see how this is a deeply systemic and structural issue. Okay, and you can see just the conclusion was la preuve montre que les modèles de financement correspondants et des autres ententes provinciales territoriales connexes entraînent différents effets préjudiciables, mais également que ces effets perpétuent les désavantages historiques qu'ont subis les peuples autochtones, principalement en raison du système des pensionnats indiens, linking it back to the residential schools, and concluding that these complicated intergovernmental agreements about funding, etc., were disadvantaged, were discriminating in effect against Aboriginal children. Okay, just before I move to a conclusion, on the systemic issues, what is interesting about the First Nations Caring Society case is that they initially made a ruling of discrimination. Then they gave the parties time to make further representations about how to remedy it. It's complicated. Now, since the first ruling, which was in January 2016, there have been 4 supplementary rulings. The tribunal has retained jurisdiction to try to make sure that the federal government complies and secures non-discrimination. But it's proving exceedingly difficult. And most recently, the
the tribunal issued a ruling saying that they felt that the federal government was using jurisdictional excuses to say we can't do much, or even separation of powers arguments to say public funding and resource allocations are not the appropriate topic for a human rights litigation complaint. Which is probably true that public funding and resource allocation does not fit very neatly into a litigation retroactive complaints-based model of implementing equality, which again underscores the need for us to think about proactive, preventive, systemic solutions to these issues. We don't want, this case began, I think, back in 2007. It took 9 years to go, or it could be a little off, close to 9 to 10 years for the case to go through the supposedly quick administrative human rights process. So that's an issue. Okay, so in terms of conclusion, by way of conclusion, I just have a couple. I mean, these are a few selective examples of discrimination, and I hope you begin to get a sense of how they're not isolated individual cases, but they're linked to broader systemic structural concerns. They're problems, in other words, with historical and systemic and structural dimensions. So in terms of what we can do, it seems to me that we need to have at base a principle of equitable public services for individuals, indigenous individuals and communities. And we need to develop systemic, proactive, and preventive solutions and remedies. But how? And I'm just going to present 2 little ideas on this. I think our discussion can perhaps, I don't have the answers, and it seems to me that no one can come up with an answer from outside of the communities themselves. The communities need to be empowered in this process, and even public services sounds a little bit apolitical. You're just giving the services. But in my view, public services are integrally connected to politics and to self-governance and to autonomy issues. So that needs to be taken into account. Indeed, the work of Mary-Ellen Turpel in her article on Homeland, where she talked about how to deal with cases where there were jurisdictional issues that emerged, a bit like the Jordan's Principle or even the First Nations Caring Society. She said that one of the problems with going to court to say, the federal government owes more money or the provincial government owes more money, is that it became a fight between what she calls sort of colonial governments, either the federal government or the provincial government. And as she puts it, and this was with respect to a case dealing with matrimonial property regimes, but colonial gaps, she writes, are not there just to be filled. The regime is problematic as a whole because it seeks to bureaucratically administer Indian people, she was writing back in 91, according to Anglo-European standards. So it seems to me it's not just a matter of more money, but it's how we think and conceive of public services as an integral dimension of conceptions of reconciliation and self-governance. So I'll just finish with a quote from the Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, because interesting, the Truth and Reconciliation Commission, in their report in the wake of the residential schools, and certainly in Canada now, with the recent government, with Trudeau and the government suggesting it is committed to implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, it seems to me that using some of the guidance from that UN declaration may help us in ensuring that the solutions to the systemic and structural problems of access to public services are dealt with more holistically and more politically in ways that empower the communities that they are meant to assist. And if I'll just read these 2 articles, I just picked out a couple. Les autochtones, peuples et individus sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit à ne faire l'objet dans l'exercice de leurs droits d'aucune forme de discrimination fondée en particulier sur leur origine ou leur identité autochtone, a recognition of non-discrimination. And again, in Article 21, actually, the one I put
the wrong one in here. The one I also wanted to highlight, which I didn't include here, is Article 3, which is « Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » And this, I think, is important because it seems to me that as we begin to think about preventive systemic solutions to issues of community and individual well-being in Indigenous communities in Quebec and beyond, we need to integrate recognition of self-government and self-determination into that thinking process and remedying process. Merci beaucoup. Alors, merci, professeur Shepherd. Je pense que la complexité, la dimension du problème auquel s'attaque la commission a été magistralement rendue. Je pense qu'il y a beaucoup de matière à discussion sur la fécondité précise, le potentiel de contribution du principe de Jordan et du droit de la non-discrimination au mandat précis de la commission. Je pense que là, il y a vraiment matière à discussion, à réflexion là-dessus. Je m'apprête à céder la parole à Maître Chose, qui va nous entretenir de son rôle comme représentant de la société Makivik, en fait des Inuits auprès de la commission, ce qui nous rapproche du terrain, mais qui va aussi souligner la particularité d'aborder ces questions-là dans un univers qui est essentiellement autochtone. C'est-à-dire que les Val-d'Or, c'est quand même une situation d'Autochtones en milieu urbain, entouré d'Allochtones, de non-autochtones, alors que la Commission doit élargir ses horizons et aussi aborder les problèmes tels qu'ils sont vécus pour reprendre les mots d'Alexis, plutôt des communautés, en fait, c'est le mot que vous employez. Donc ça c'est aussi une dimension particulière que je tenais à relever là, pour introduire votre présentation. Donc je me suis rendu compte que je n'ai pas des bonnes cartes dans ce que je voulais montrer. Et je me demande si tu pourrais me redonner la clé. On va mettre deux autres. Je vais rajouter deux autres images pour mettre deux cartes devant vous tous et toutes. Parce que j'ai constaté que les orientations, la géographie n'est pas toujours à l'esprit de tout le monde. Ben là, ouais, ce serait un problème si on est désorienté. Avec un PC, si je retire la clé comme ça explose ou il faut que je fasse éjecte de manière... il y a un protocole avant pour ça, je ne suis pas trop... moi j'ai un Mac et puis pour ressortir, est-ce que la clé, il faut que je ici. Ok. Ah bon, oui. Ça fait pas partie de ça. Non. Éjecté, oui, c'est bien écrit, bravo. Je vais mettre deux trucs là-dessus. Je pense que j'ai des cartes papier un peu déchirées dans mes cartons, mon bureau. Ça peut pas être utile, ça? Je pense qu'on va le faire comme ça. Ça sera pas long. Je vais faire juste, j'en profiter, je vais animer un peu pendant ce temps. Ça a pris énormément de temps à la faire au service de soutien à l'enfance pour passer tout l'alambic judiciaire puis mener jusqu'à une décision. Les défis étaient de taille, je pense, dès le départ. Mais la marche vers l'exécution du jugement s'est révélée très longue aussi. Donc, c'est une chose que d'avoir gain de cause devant un tribunal spécialisé en matière de droits de la personne. Mais ça demeure, donc on sait qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre la couronne. On peut difficilement forcer le législateur à légiférer. Et reste le problème de la mise en œuvre. Je pense que l'actuel gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre, exécuter en fait ce jugement-là rapidement. C'est pas comme ça que ça s'est passé non plus. Donc
Il y a vraiment, en droit des Autochtones, en général, là, c'est plutôt une question de droit à l'égalité en vertu de la loi canadienne, mais souvent, la mise en œuvre est le problème dont on parle moins. Donc ça, je voulais soulever cet aspect-là. Je ne sais pas Oui. si... Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça démontre comment c'est pas nécessairement le moyen le plus efficace sur le monde, où il faut changer des choses autrement. Mais parfois, les organisations publiques, ils font ça, ils vont poursuivre une stratégie de litige parce qu'ils ont déjà essayé toutes les autres options. Ils ont plaidé devant, ils ont fait des efforts de lobbying et tout devant le gouvernement. Et c'était juste après qu'ils décident d'aller devant les tribunaux pour changer un peu la balance de pouvoir dans les négociations. Parce que finalement, le jugement, c'est juste, ça change un peu comment ils vont continuer avec les négociations pour résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas juste dans le contexte des droits autochtones. Pour toutes les questions de discrimination systémique, c'est difficile, même après un jugement positif, d'avoir des changements institutionnels, systémiques, structurels, qui vont vraiment remédier des problèmes causés par la discrimination. Alors, de plus en plus, je cherche vraiment des solutions préventives, proactives, qui ne sont pas basées sur une stratégie d'aller devant les tribunaux, si c'est possible. Et je pense que la commission Vienne, c'est une option. Des commissions comme ça, des enquêtes publiques, ils peuvent traiter des questions d'une façon plus large. Ils ne sont pas si restreints dans la question étroitement définie comme le conflit juridique. Ça va? On a... D'ailleurs, je ne peux pas du tout contredire ce que la professeure Shepard vient de dire. Je me suis dit, pendant ce que j'ai, quand même à notre bureau, on a souvent des étudiants et je constate que parfois, là, la première chose à montrer, c'est d'où on parle. Donc, je me suis dit, c'est peut-être, là, je vais réduire ça un petit peu pour mettre tout sur le... Je vais voir si je peux mettre ça sur un même écran. J'ai un peu de misère. Et ça, c'est ça. Attends. Je voulais vous montrer tout le Québec avec toutes les communautés autochtones et pour une raison... Vous avez juste à peser sur moi. Sur moindre... Je ne suis pas expert, hein, mais ici. Ah, merci. C'était trop évident. OK. La première chose à dire, qui est toujours utile à savoir, c'est qu'il y a une énorme diversité chez les Autochtones et probablement nulle part au Canada autant qu'au Québec. Je dis souvent, là, il y a un monde entre Wolinak et Wemotaci, puis aussi on ne sait pas grand-chose. Wolinak, c'est une réserve abénaquise collée sur Bécancour, qui habite à côté des Blancs depuis le 17e siècle. Wemotaci, quoi, ça ne peut pas être plus que 600 km de Wolinak? Oui, mais l'autre bord de la tuque dans le bois comme il faut. Mais justement, l'autre bord de la tuque dans le bois comme il faut. C'est tout un autre monde. C'est une réserve Atikamekw liée seulement par un chemin forestier où l'Atikamekw est la langue première, alors que... Le train aussi. Ah oui, c'est vrai, le train aussi. Parfois, ils font une barricade. Ouais. Mais, donc, on peut avoir une énorme variété dans les communautés autochtones au Québec. Et je dirais, pour vraiment simplifier, j'ai tendance à parler des communautés du Sud puis du Nord. Mais là, je simplifie un peu. Du Sud, là, je parle surtout de la vallée du Saint-Laurent. Les Mohawks, les Abénaquis, les Hurons, comme je dis, depuis la Nouvelle-France, ils vivent à côté des Blancs. Sont généralement, dans leur réserve, sont en région semi-urbain. Taux de rétention de la langue est bas. Parfois, par contre, l'intégration dans le marché du travail, les niveaux d'éducation sont élevés. Ça peu en commun avec, exemple, les communautés algonquines plus éloignées, comme les gens qui viennent justement à Val-d'Or, qui sont souvent
où la sédentarisation est très récente. Des gens de mon âge auraient pu, ou un peu plus vieux que moi, avant de partir au pensionnat, auraient pu vivre des grandes parties de l'année dans le bois, à faire le piégeage, par exemple, où la rétention de la langue est très élevée, mais où l'expérience avec l'éducation formelle est très récente. Puis, grosso modo, on pourrait dire, quelque part là, et quelque part là, la ligne, là, pour simplifier. On pourrait dire, les Micmacs sont un peu particuliers en Gaspésie. Des différentes communautés, ça peut varier. Les Algonquins, plus au sud, ont tendance à être plus comme les communautés du sud, puis plus au nord, plus comme les gens au nord. Et donc, ça, je ne veux pas non plus minimiser qu'il y a quand même un sentiment de solidarité, souvent entre ces différentes communautés dans leur diversité. Souvent, on va rencontrer des alliances familiales tout à fait étonnantes. Là, une Huronne qui habite sur la baie James, un Mohawk qui habite dans un village inuit. Mais ils vivent des expériences souvent ils ont vécu des expériences très différentes. Ce qu'ils ont en commun, souvent, entre autres, ben, c'est certains sentiments par rapport à la société majoritaire. Puis là, je pense qu'Alexis peut mieux parler de ces choses-là sûrement que moi. Mais aussi, puis ça, c'est plus mon domaine, l'expérience de l'administration fédérale ou la maladministration fédérale qui n'a pas souvent fait beaucoup de nuances puis n'a pas tenu compte beaucoup de cette diversité. Les Inuits sont là-dedans, mais sont un peu différents. Puis j'avais j'avais cherché une autre carte juste aussi pour vous dire. Moi, je vais vous parler du Nunavik, qui est donc, mais je voulais vous montrer le Nunavik dans son contexte, pas tellement canadien, mais inuit. Si on regarde le monde d'un point de vue inuit, le Nunavik, ce n'est pas le nord du Québec. Le Nunavik, c'est une partie du monde inuit, qui d'ailleurs comprend aussi le Groenland, qui est là. L'Alaska aussi. Et l'Alaska aussi. Mais l'Alaska est sur la carte, à peine. Puis il y a eu une petite population d'ailleurs en Sibérie. Il faut savoir, c'est quoi le Nunavik? C'est pas le Nunavut, comme vous voyez. C'est grosso modo le Québec au nord du 55e parallèle. Petit fait historique et constitutionnel important. Avant 1912, ça ne fait pas partie du Québec. C'était les territoires du Nord-Ouest. D'où la fameuse remarque de Zebedee Nungaak, un ancien dirigeant des Inuits du Nunavik, qui a dit que son père était né au territoire du Nord-Ouest puis décédé au Québec sans jamais déménager. Et il y a un autre fait historique et juridique constitutionnel intéressant. Ça rejoint une remarque de la professeure Shepard qui a dit « C'est étonnant, normalement, le gouvernement cherche une compétence, une plus grande compétence, mais en milieu autochtone, il l'évite. » Et le cas classique de cela, c'est une cause qui est allée à la Cour suprême aux années 30, un renvoi. Un renvoi à la Cour suprême, je pense que c'était là, il n'y en avait pas eu beaucoup à l'époque. Puis le avis s'appelle « We Eskimos », un renvoi sur les Inuits, comme on les appelait dans le temps. Puis quelle était la question? Pourquoi la question était, la question était, est-ce que les Inuits sont des Indiens au sens du paragraphe 91-24 de la loi constitutionnelle de 1982? Parce que, détail important, les Inuits ne sont pas et n'ont jamais été des Indiens au sens de la loi sur les Indiens. Ils sont exclus. Pourquoi on voulait avoir une réponse à la question? Qui voulait la réponse? Ben, c'était le Québec et le Canada qui ont fait le renvoi. Il y a eu une famine dans le nord du Québec. Les Inuits qui mouraient de faim ont demandé des provisions au poste de traite de la Compagnie de la baie du Son, qui leur a donné de la farine puis je ne sais pas quoi d'autre. Puis la Compagnie de la baie du Son a envoyé de la note à Ottawa, et Ottawa a dit, ben,
pas des Indiens, c'est pas à nous de payer, allez voir le Québec. Puis le Québec a dit, ben non, c'est des Indiens, allez voir Ottawa. C'est un peu ce que la professeure Shepard vous a décrit. Et la Cour suprême a dit, oui, ce sont des Indiens au sens constitutionnel, au fait du partage des pouvoirs. Et là, quand je parlais de ce que les communautés ont en commun, c'est qu'il y a une sorte d'administration, une maladministration fédérale qui s'est imposée avec le temps et avec la colonisation de plus en plus au Canada. Et elle s'est, aux années 50-60, elle s'est imposée aussi chez les Inuits et par le fédéral, même si ce n'était pas des Indiens au sens de la loi sur les Indiens. Il était donc même chez les Inuits, ou plutôt dans le nord du Québec, tu as la GRC, pas la SQ pendant une certaine époque, puis des écoles fédérales. Parfois, on apprend les enfants Inuits, puis on les envoie dans des pensionnats. Parfois, on construit des écoles de jour fédérales. Et là, tu as la Révolution tranquille, l'affirmation du gouvernement provincial de l'État du Québec. Puis il y a même une époque où il y a des écoles concurrentes dans les villages Inuits, provinciales et fédérales. Et tu as donc les Inuits qui sont pris dans cette sorte de toute façon, là, sont au début de la sédentarisation. Pour vous donner une idée, là, je pense à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est un autre dirigeant chez les Inuits, qui doit avoir 60 ans, 62, 63. Elle est née dans une tente. C'est très, très récent de vivre dans des villages pour les Inuits. Mais ils sont pris dans cette création d'institutions fédérales, mais avec concurrence provinciale. Ils sont traités un peu comme les Inuits du Nunavut jusqu'à ce que le Québec arrive. Mais tout ça change radicalement aux années 70. Puis c'est ça que je voulais vous expliquer. Parce que puis je vous dis tout ça là, parce que la Commission vient parle des relations avec le gouvernement du Québec, puis dans certains domaines, la justice, la police, les services sociaux, la santé. L'éducation, par exemple, est exclue. De nos jours, tout ça est exclusivement provincial chez les Inuits, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça ne vient pas de nulle part. Et ça ne l'était pas, par exemple, au Nunavut jusqu'à récemment. On n'a pas fait au Québec des traités de la même façon qu'on les a faits dans le nord de l'Ontario et dans les prairies. Le modèle classique de relation avec les Autochtones canadiens et à partir du milieu du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle des traités de cession. Avant, au 18e siècle, on avait des traités de paix et d'amitié qu'on a eu avec les Coast-Salems portent sur les Micmacs. Il y en a eu aussi avec les nations de la vallée du Saint-Laurent, avec les Abenaki, avec les Hurons, avec les Mohawks. Mais ça, c'est oublié après, au 19e siècle. Puis le modèle devient ceci. On sait qu'on veut coloniser un territoire. On veut d'abord envoyer des fonctionnaires. Ils vont faire signer un traité par les Premières Nations, qui vont tous céder tous leurs droits en contrepartie de réserves, puis un certain droit à la chasse, puis parfois certains autres bénéfices qui avaient l'air bien à l'époque, qui sont relativement mineurs maintenant. Il y a des nations où c'est encore une grosse affaire de recevoir ces 5 $ par année de la reine. Mais c'est ça le modèle. Sauf que ce modèle-là, on ne l'applique pas au Québec. Pour différentes raisons qui ne valent pas la peine de discuter, mais on ne l'a jamais fait au Québec. Mais quand même, quand on a rajouté du territoire au Québec, quand on a rajouté le nord, la partie nord en 1912, le Québec s'est engagé à traiter avec les Indiens de la même façon que le fédéral. 1973, Robert Bourassa annonce le projet de la baie James. Puis les Cris et les Inuits l'apprennent à la radio, quand même que leur territoire sera inondé. Mais là, on était aux années 70. On n'est plus au 19e siècle, puis je raccourcis forcément énormément, là. Ils engagent les avocats, ils vont à la cour, puis ils obtiennent d'un juge très courageux, Albert Malouf, ils obtiennent une injonction contre le projet.
Cette injonction, en passant, est cassée dans les 7 ou 10 jours par la Cour d'appel. Finalement, la Cour d'appel dit, dans un jugement assez remarquable, que le progrès ne peut pas être arrêté pour quelques milliers d'Autochtones. Mais la Cour suprême accepte d'entendre l'appel. Là, le litige, comme on vient de discuter, est toujours un jeu de dés. Il est parti se mettre à négocier. Je simplifie encore un peu, il négocie un peu déjà. Il négocie la Convention de la baie James et du Nord québécois, qui est le premier traité moderne. Longtemps, le Québec disait que ce n'était même pas un traité, mais ça, c'est révolu. Là, on reconnaît que c'est un traité au sens de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 82. Mais on est avant 82. Les droits autochtones, on ne savait pas si ça existait, si ça pouvait, ça avait une force contraignante, mais on négocie une grosse brique, je ne l'ai pas amenée, j'aurais dû l'amener, mais grosse de même, qui est la première convention de règlement de revendication, Land Claims Agreement. Il n'y en avait pas eu d'autres, puis il n'y a pas eu de meilleur depuis. C'est entre les Cris, les Inuits, puis le Canada et le Québec, et en plus l'Hydro-Québec. Et ça change tout pour les nations qu'on appelle, au Québec, on appelle les nations conventionnées. Les Cris, les Inuits et aussi les Naskapi, qui sont une seule bande qui a plus ou moins adhéré plus tard par sa propre convention, Convention du Nord-Est québécois. Puis ce que ça fait, chez les trois nations, c'est qu'on évacue ces vieilles structures du ministère des Affaires indiennes. C'est fini. Chez les Cris, sans m'attarder trop, c'est un modèle un peu plus ethnique. Par exemple, il y a une commission scolaire Cri. Elle est Cri, le nom le dit, elle a la mission de promouvoir la culture Cri. Et c'est une commission scolaire provinciale, sauf qu'elle a seulement compétence dans les villages Cri, ce qui veut dire que 99,5% des élèves sont Cri. Mais on n'est plus dans le système qui perdure dans les autres réserves de drôles de mélange, des instructions du quartier général Ottawa avec du sous-financement envoyé dans chaque réserve indienne. C'est un autre modèle complètement. C'est un budget comme n'importe quel autre, ou même niveau ou plus élevé que les autres commissions scolaires provinciales, auquel budget le fédéral contribue. Puis ça explique, entre autres, pourquoi matériellement, ça va beaucoup mieux dans les communautés de Cri que dans les autres communautés, par exemple les communautés algonquines avoisinantes. Mais c'est pas non plus ça le modèle qu'on choisit pour le Nunavik. Nunavik, on fait autre chose. Bien, il faut dire en passant, là, on fait énormément de choses dans la Convention de la baie James. On reconnaît des droits de chasse, pêche et piégeage. On crée le premier régime d'évaluation environnementale. Il n'y avait pas de loi sur laquelle il y avait le gouvernement du Québec, mais on créait un régime, elle est venue comme 2-3 ans plus tard, on crée un régime pour le territoire inuit, pour le territoire Cri. On fait toutes sortes de choses, mais entre autres, on crée aussi cette série d'institutions. Ce qu'on crée chez les Inuits, c'est des institutions régionales qui sont donc, en principe, non ethniques. On créé, par exemple, la Commission scolaire Kativik, on créé l'administration régionale Kativik, Kativik Regional Government, qui en théorie est juste la plus grosse municipale régionale de comté qu'il y a, sauf qu'en partant, c'est la merci de 50% de la masse territoriale du Québec. Puis comme on verra, elle fait bien d'autres choses. Je ne peux pas dire que ce modèle, dans un sens, ce modèle, on peut dire que ce modèle, c'est le modèle choisi par les Inuits, mais les choix on s'entend, les choix étaient limités dans le contexte d'une négociation là, qui a presque d'ailleurs échoué, là, où il y avait pas, le rapport de force n'était pas des meilleurs. Mais c'est ça le choix que les Inuits font, qui est un choix d'ailleurs là, que quand on l'explique à des Autochtones, moi je me rappelle une avocate Mohawk qui regardait ça et disait c'est impossible chez nous. Là. On prend un modèle municipal qui a un col sur notre communauté. Mais pour les Inuits, ça ne les dérangeait pas trop, pour une très simple raison.
98% de la population du Nunavik est inuit. Puis, pour l'instant, ça a tout l'air que ça va toujours être comme ça. Pour un bon bout de temps. Il faut savoir, là, je vais peut-être entrer dans l'autre document, mais on peut pas aller dans rejoindre, aucun village inuit du Québec, sauf, par bateau ou par avion. Fait que c'est pas demain, la veille, là, la vague de colons. Ce qui est très différent d'ailleurs, même les cris, sauf une communauté, sont tous rejoignables par la route. Il y a l'industrie forestière de plus en plus et l'industrie minière surtout, tout autour de la construction des barrages. Les Inuits, ils ne vivent pas avec ça, donc ils ont une autre façon de voir la société majoritaire. Mais ça ne veut pas dire que ce modèle-là, on aurait pas. C'est donc, quand on regarde les questions inuites, quand la commission aura regardé la réalité inuite, c'est un contexte très différent. Il y a un certain choc des cultures lorsque les gens viennent en ville. Je pense pour ceux qui sont souvent à Montréal, il y a une certaine meilleure perception, pas exacte, mais une perception des Inuits à Montréal parce qu'on en voit, ils ont une certaine représentation dans la population des itinérants. Forcément, on ne voit jamais les Inuits qui ne sont pas des itinérants, puis les gens ont pensé que tous les Inuits en ville sont des itinérants. Ils ne connaissent pas ceux qui ont un emploi 9 à 5, qui habitent en banlieue. Mais il y a ce même choc de culture et transposition de certains problèmes sociaux dans le milieu urbain pour les Inuits, surtout à Montréal. On a ça. Mais pour le reste, ils n'ont pas de la même façon la difficulté, par exemple, de l'arrimage des programmes souvent sous-financés fédéraux, puis les programmes provinciaux dont on a parlé dans les autres, la cause First Nations Caring Society avec le principe Jordan. Mais ils ont leur lot de défis. Combien de temps, Marie? À peu près 5 minutes. OK. Là, je vais passer à travers assez rapidement dans ce cas-là. Là, je reprends, puis ça, c'est la présentation que le président d'alors de Makivik a faite à la commission vient au printemps. Juste un mot, Makivik, devant la commission, c'est ma cliente. Puis, Makivik est la continuation de la Northern Quebec Inuit Association, qui a négocié la convention de la baie James pour les Inuits. Puis, tous les Inuits bénéficiaires de la convention de la baie James sont membres de Makivik, puis élisent son conseil d'administration, puis l'organisme et la partie Inuit à la convention. Elle a un rôle politique. Les Inuits, ils ont gardé ce modèle au Nunavut et chez les Inuvialuit dans l'ouest de l'Arctique. Ils appellent ces organismes leurs birthright organizations, des organismes par droit de naissance. Tous les Inuits bénéficiaires d'un traité moderne sont membres, puis cet organisme, il est la partie Inuit à la Convention, mais elle a un autre rôle qui est de gérer aussi la compensation qu'ils ont reçue, donc ils ont aussi un volet économique important. Mais quand on veut parler aux Inuits du Québec, comme Inuits, on s'adresse à Makivik et non pas à l'administration régionale catholique. Oups. Ça? Non? Il ne parle. Il faut sûrement scroll down parce que c'est un PDF. Ah oui, c'est vrai, merci. C'est vrai, j'avais des réflexes de parler. Ah, ok. Est-ce que je suis à la page 2? Donc, non. Je vais monter à. Je pense que c'est juste long à apparaître sur l'écran, ça se peut-tu? Et la page 7. Et là, je suis à la page 2 puis j'ai rien dessus. En tout cas, on va chercher une page qui vous montre quelque chose. OK. Donc,
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, mais Donc, on parle de 11 000 personnes, 14 communautés. Pas de lien par avion. La plus grosse ville, c'est 2300, c'est Kuujjuaq, sur la baie d'Ungava. Et encore un rôle très important, d'ailleurs, pour la cueillette de la nourriture traditionnelle. Fort taux de rétention de la langue, plus fort d'ailleurs qu'au Nunavut, beaucoup plus fort qu'au Labrador. Population très jeune. Population, on voit par le taux d'expectancy de la vie où la santé n'est pas très bonne, forcément très au coût de la vie. Et très au taux de pauvreté parce que il y a des emplois, mais les emplois sont limités et comme on vient de dire, le coût de la vie est très élevé. Il faut dire aussi que ce pas des Indiens au sens de la loi, fait qu'ils payent de l'impôt. Ça, c'est vrai. Oui. Un énorme problème de logement. Moi, j'ai lu qu'en préparation pour aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui parlait de jusqu'à 20% dans une maison avec 5 chambres. Très haute pauvreté. Comme dit la présentation, tout le monde paie de la taxe, y compris la taxe de vente. Et des problèmes sociaux très sérieux quand même. Haut taux de criminalité, très élevé de judiciarisation des problèmes sociaux. Moi, je me rappelle d'avoir lu dans le village Saluit où il y avait le rôle pour la cour pénale itinérante était invraisemblable. Ça me donnait l'impression que le tiers de la population devait comparaître. Au taux de suicide, ça c'est typique chez les Inuits, pas chez les Cris. L'explication n'est pas, on ne sait pas encore. Taux d'emploi assez bas, un gros problème de poursuite de l'éducation, comme vous voyez. Taux d'abandon de 90%. Bon, puis c'est pas, la commission vient, il est loin d'être la première enquête. En fait, en préparant notre demande là, d'être reconnu comme parti, j'ai accumulé les rapports. Il y avait, par exemple, en 2007, un rapport assez accablant de la Commission des droits de la personne et les droits de la jeunesse, puis c'était plutôt dans le volet droits de la jeunesse qui a fait une enquête sur le système, sur la protection de la jeunesse au Nunavik, puis on a constaté une crise. Il y a eu une augmentation importante, à ce que je sache, du financement et des ressources, mais ça reste d'ailleurs l'un des gros problèmes. Encore une fois, on voit les différences. Dans les communautés indiennes, je veux dire, les communautés régies par la loi sur les Indiens avec qui j'ai travaillé, le problème, c'était plutôt que le provincial vient dans les communautés, prend les enfants, puis les sort, puis les met en famille d'accueil non autochtone. Là, j'avais l'impression, en lisant le rapport de la Commission des droits de la personne, là, que c'est la dernière chose que le Québec voulait parce que ça coûte bien cher. Juste envoyer des travailleurs sociaux là-bas, fait qu'on a constaté le problème presque contraire, qu'on laissait les enfants parfois dans des familles locales qui n'étaient pas appropriées. Maintenant, je pense que c'est un peu maintenant l'inverse. Là, je pense que les yeux commencent à avoir plus de problèmes avec le fait qu'on sort les enfants des communautés. Là, vous avez le résumé de ce que fait Makivik, mais on l'a couvert. Oups. Pardon. Je vais sauter un peu d'économique. Comme j'ai dit, tu as plusieurs organismes régionaux, gouvernement général Québec, commission scolaire, régie de la santé. Comme j'ai dit, beaucoup de défis. Par exemple, on a découvert pendant une certaine période que la commission scolaire catholique n'était pas en mesure d'accorder des diplômes reconnus par le reste du système québécois. Et beaucoup d'attentes. Le gouvernement régional catholique, j'étais justement dernièrement avec quelqu'un de l'ARCA, du KRG, qui disait le nombre d'activités qui font dépasse
de loin de ce qu'une MRC va faire. L'administration gère les CPE, les garderies sur tout le territoire. Il gère l'aide sociale. Il a énormément d'ententes avec d'autres gouvernements. Donc, on s'appuie sur ces instances pour administrer dans une région où ça coûte cher, où c'est très loin, où il y a un énorme choc de culture, puis où il y a d'énormes problèmes sociaux. C'est un peu aussi avec ça que la Régie de la santé est prise. Je pense que je viens d'être... Je fais mal l'ami de mon temps, mais ce que je voulais dire... Là, je vous disais, donner plutôt le contexte sans entrer beaucoup dans les problèmes. Mais je dirais, le problème, en quelques mots, c'est que, OK, le Québec a voulu s'affirmer comme gouvernement sur ce territoire, puis l'a fait, puis les Inuits, jusqu'à un certain point, l'ont accepté dans le contexte de la Convention. Mais là, le Québec est pris, puis c'est là que c'est vraiment un autre défi que ce qu'on voit, par exemple, à Val-d'Or. Mais là, le Québec est pris avec le fait que les Inuits ne reçoivent quand même pas le même niveau d'aucun service que le reste de la population, parce que c'est loin, parce que ça coûte cher, parce que c'est difficile. Et ce sera ça, je pense, l'enjeu particulier Inuit devant la commission vient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour vous donner un exemple, je vais terminer avec ça, pratique. Le protecteur du citoyen a fait un rapport que les conditions, juste pour la détention dans les communautés inuites, quand on se fait arrêter, ils sont illégales, ils ne rencontrent pas les normes provinciales. Mais pour régler ça, il faudrait construire des immeubles tout neufs à Pauvre-Notuk ou à Kuujjuaq. Ça coûte des millions, puis ça fait, je pense, une bonne décennie que le Québec est au courant, puis il ne l'a pas fait. C'est un peu ça. Merci. Maintenant, on va faire place à la perspective autochtone. Donc, je passe la parole à M. Romain, qui part de sa riche expérience, va élargir encore le panorama du contexte de travail de la commission. Alors, Alexis, la parole est à toi. Oui, Kolipanao, Wabanaki Ndekna. Donc, bienvenue en territoire Wabanaki. Merci d'être présent ici. Avec ma vie d'étudiant, je n'ai pas eu le temps de faire une grande présentation. C'est sûr que c'est pas mal plus émotif pour moi de parler de ça. C'est pas un sujet d'étude, c'est pas mes clients. Puis je sais pas une critique, là, envers vous, on a besoin de bons avocats, puis on a besoin de bons professeurs, mais le racisme, ce combat-là, c'est quelque chose que je vis à peu près depuis que j'ai des souvenirs. Je suis un survivant du génocide. Les Abénakis, on était des dizaines de milliers, on est plus que 4000 si on compte généreusement au Québec. La commission Vérité et Réconciliation parlait de génocide culturel, mais moi je préfère parler du vrai terme génocide. On est carrément dans un génocide, dans des actions génocidaires, que ce soit directement ou par les systèmes scolaires qu'on a mis en place avec les pensionnats. Puis, la commission vient part de courageuses femmes. Ces femmes-là, ben, pour moi, c'est des amis. Étant de Val-d'Or, c'est des collègues, c'est des clientes à l'époque aussi où je travaillais comme directeur du développement des ressources humaines à l'Aximon. C'est sûr que c'est quelque chose qui vient me toucher comme plus directement. Moi, je suis au courant de ça depuis 2011. En 2011, vu que j'avais déjà été député, vu que je travaillais à l'Aximon comme directeur du développement des ressources humaines, un collègue était venu me voir pour justement voir qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à cette situation-là. Où des femmes, des anciennes prostituées ou
les femmes à Lac-Simon venant nous raconter ces histoires-là, puis c'est vraiment pire que ce qu'on a entendu souvent dans les médias, là. Des histoires qui sont encore plus dégueulasses. J'avais réussi à trouver une journaliste pour pouvoir peut-être éventuellement faire une dénonciation, puis en arriver à sortir cette histoire-là d'un point de vue public, mais ces femmes-là avaient tellement peur des représailles. C'est des femmes qui ont des enfants qui vont à Val-d'Or, c'est des femmes qui vont à Val-d'Or, qui ont affaire souvent avec les policiers et tout ça. Puis, ils ont finalement, à la dernière minute, ils n'ont pas voulu finalement témoigner avec la journaliste de la presse que j'avais réussi à trouver pour transmettre cette histoire-là au public. Cette commission-là est une réponse face à la dénonciation de ces femmes-là. Puis, cette dénonciation-là n'aurait pas pu avoir lieu sans le travail du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, qui a su réunir ces femmes-là, qui a su leur donner du soutien, qui a su leur donner du courage, qui a su après ça, puis au bout de la ligne aussi, c'est le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or qui a eu à faire tout le travail par la suite de protéger ces femmes-là. On a accusé le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or de sortir cette histoire-là juste pour l'argent. Dans la population à Val-d'Or, dans des organismes communautaires comme la PIO, qui est un organisme qui est là pour aider les itinérants. On a dit que Edith Cloutier, la directrice du centre, avait manipulé l'opinion publique pour des raisons financières. Fait que même entre organismes communautaires, on a diminué l'importance du témoignage de ces femmes-là. La réponse du gouvernement a été, au départ, qu'on ne voulait pas faire de commission d'enquête, qu'on allait mettre en place des mesures pour ça. On a donné des cadeaux politiques à Val-d'Or. On a donné beaucoup de financement au Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or pour de l'aide psychosociale. On a aussi fait en sorte qu'il y ait un projet qui était sur la table depuis longtemps, qui passait juste pas dans les dernières étapes de la Société québécoise d'habitation, un projet d'habitation sociale. Donc, on a donné des cadeaux à Val-d'Or, au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, en essayant de calmer la tempête, mais finalement, suite à la pression, suite aux pétitions, suite à l'opinion publique, suite à l'évidence même, on a fini par faire en sorte que la commission soit mise en place. Une des critiques qu'il y a eu au départ face à la commission, c'est qu'on aurait dû mettre des Autochtones à la tête de cette commission-là. C'est une critique que j'ai entendue à plusieurs reprises. Ça aurait été intéressant quand même de faire en sorte que la commission, non seulement les employés subalternes soient autochtones, mais que la tête de la commission soit aussi, que ce soit le procureur, que ce soit le commissaire, soit autochtone. Mais bon, pour faire avec ce qu'on a dans la vie, hein, on travaille avec les outils qu'on a. Et il reste que la commission a su s'adapter vite à la réalité autochtone. Je me suis préparé aujourd'hui en faisant des appels téléphoniques à des amis à Val-d'Or, qui dans les communautés autochtones autour de Val-d'Or, les communautés Anishinaabe. Et rapidement, quand la commission est passée à Lac-Simon, les gens, c'était supposé être une rencontre d'information, mais rapidement, la commission, les gens étaient prêts à témoigner, étaient prêts à partager à ce moment-là. Donc, rapidement, la commission s'est tournée sur un DICEM, a accepté justement d'entendre les gens sur place, de faire en sorte qu'une rencontre d'information qui était supposée durer 2 heures, finalement a duré 5-6 heures, où les gens ont pu témoigner, ont pu partager. Donc, moi, qu'est-ce qu'on me dit, que ce soit des chefs autochtones Anishinaabe ou que ce soit du leadership en milieu urbain, c'est que la commission a quand même su s'adapter rapidement, a su avoir une sensibilité aux faits autochtones,
a su aussi changer la structure carrément des audiences. Au départ, on avait M. Vien qui était sur un petit podium, puis qui écoutait, comme on voit souvent dans les commissions. Bon, ben, on a changé ça rapidement avec des gens comme Janet Mark ou Sharon Hunter qui travaillent, qui sont des personnes volées au centre d'amitié ou à l'UQAT à Val-d'Or. On a su justement changer la forme des auditions avec des cercles. Monsieur Vien s'est assis au même niveau que tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'ai pu comprendre de ça, c'est qu'ils ont su aussi faire du reach-out sur le terrain. C'est une critique qu'on a souvent adressée à la Commission fédérale ou à la Commission fédérale sur les femmes autochtones. Il faut aller demander à être témoin, il faut justement, par ses propres démarches, aller vouloir témoigner. Avec la commission Vien, on a engagé des agents de liaison dans différentes communautés en milieu urbain aussi pour faire en sorte que les gens puissent venir témoigner puis puissent avoir un milieu où ils puissent se sentir à l'aise. Donc, c'est quand même des bons coups de la commission à cet égard. Il y a une perception quand même qui est différente entre le milieu urbain et les milieux des communautés. Du fait que les gros cadeaux ont été faits à Val-d'Or. À Val-d'Or, il y a des Blancs pour voir que les Indiens sont en misère. J'imagine que c'est gouvernementalement plus payant de faire décacher de l'argent à Val-d'Or plutôt que sur les communautés. Même que la commission a fait 2 recommandations par rapport à l'itinérance à Val-d'Or qui sont déjà en train d'être mises en place. On a demandé à ce qu'il y ait un moratoire sur l'emprisonnement des itinérants face aux tickets qui sont donnés, aux tickets pour Flandrie, pour toutes les tickets qu'un itinérant peut avoir à Val-d'Or qui relèvent des règlements municipaux. Donc, ça a été mis en place. On arrête d'emprisonner les gens pour cette raison-là. Et il y a aussi un programme de justice pour les itinérants, de liaison de justice pour les itinérants qui est mis en place suite à des recommandations à Val-d'Or. Cette approche-là fait en sorte qu'il y a un peu plus de... Quand j'ai discuté avec Edith du Centre d'amitié, il y a un petit peu plus d'ouverture, puis on se sent plus écouté, je pense, en milieu urbain, vu qu'il y a eu des actions gouvernementales, il y a eu des fonds qui ont été décaissés, il y a des recommandations qui sont déjà en train d'être mises en place de par la Commission. Il y a un petit peu plus d'espoir en milieu urbain que dans les communautés. Dans les communautés, on reconnaît la sensibilité culturelle de la Commission. On reconnaît que la Commission fait quand même un assez bon travail. Mais il n'y a pas d'action gouvernementale dans les communautés, vraiment un vrai changement d'attitude face aux communautés par rapport au gouvernement du Québec. Entre autres, vous avez entendu parler du policier qui a été tué à Lac-Simon. Bon, ben, le rapport du commissaire du coroner disait il faut au moins 4 policiers toujours en service sur la communauté. Le gouvernement du Québec continue d'en financer juste 2. On le voit dans les relations aussi face au caribou forestier, où le gouvernement du Québec abandonne le caribou forestier. Donc, on ne sent pas beaucoup de changement, une réelle volonté de changer de la part des communautés. Tandis que, pour qu'est-ce qui est du milieu urbain, qu'est-ce que Edith m'expliquait, c'est qu'il y a un changement d'attitude dans l'appareil gouvernemental, à la SCHL, dans d'autres organismes gouvernementaux. Donc, il y a encore là un gap entre urbain et sur-communauté qui existe, puis qui est un irritant pour beaucoup de personnes dans les communautés. Une des
solutions qui pourraient être apportées, ben, ils sont toujours attendus à Lac-Simon. On reproche à Lac-Simon, puis dans d'autres communautés Anishinaabe, que c'est encore juste une solution pour faire des relations publiques. Il y a une présomption chez les Premières Nations que la justice ne sera pas rendue. On l'a vu avec Bullshin, on l'a vu avec Tina Fontaine, on le voit quotidiennement quand on est un membre des Premières Nations, que la justice canadienne, le système de justice canadien ne répondra pas, va nécessairement être injuste. On le voit par l'incarcération qui est galopante chez les Premières Nations. On incarcère souvent les gens des Premières Nations pour des problèmes qui devraient plutôt relever des problèmes de santé et services sociaux. On judiciarise des problèmes de toxicomanie, des problèmes de violence qui ont pour racine les pensionnats, entre autres, puis le génocide. Cette volonté de nous éliminer de la carte pour pouvoir mieux prendre le territoire. Puis il faut comprendre ça dans une perspective coloniale aussi. Mon frère a fait sa thèse de maîtrise là-dessus, de justement rabaisser les Premières Nations, de dire qu'ils sont à peu près comme des sauvages vivants, à moitié comme des sauvages sur le territoire. Ça vient justifier la colonisation du territoire pour le civiliser, pour l'utiliser à son plein escient. Donc, est-ce que on va en arriver à quelque chose? Est-ce que les gens des communautés ou les gens en milieu urbain ont confiance en cette commission? Je pense que les gens ont confiance au travail de la commission. Je pense que la commission a fait ses preuves par rapport à l'approche sensible d'un point de vue culturel qu'ils peuvent avoir. Maintenant, comme je disais un peu plus tôt, il y a tout le temps cette présomption-là que ça va donner bien. Du fait que c'est qu'est-ce qu'on a tout le temps vécu, c'est qu'est-ce qu'on vit encore. Donc, il reste à voir ce que le gouvernement va faire au bout de la ligne de ces différentes actions. Ce que les organismes vont faire aussi. Quelles seraient les solutions? On le voit à Val-d'Or, les policiers n'ont pas vraiment changé d'attitude selon ce que me racontait la chef de Lac-Simon. Les policiers à Val-d'Or portent toujours le bracelet rouge marqué 144 en support des policiers qui auraient été faussement accusés. Imaginez-vous comment ça peut être insultant de voir ça, d'être une femme autochtone, d'être un membre des Premières Nations à Val-d'Or. Moi, j'en ai vu des policiers de la SQ avec ça, puis ça me rendait fâché. Puis, ce sentiment-là de frustration, du moindrement qu'on est conscient, en tant que membre des Premières Nations, de l'état des choses dans lequel, de l'état de situation judiciaire, du racisme systémique, du racisme tout court, on a une grande frustration. Moi, je ne peux pas me cacher avec ma face. Je ne peux pas me cacher avec mon nom. Ma mère, en me donnant mon nom, au lieu de m'appeler Larouche, mais en m'appelant Wawadaloat, a fait de moi un combattant. Je combats depuis à peu près que j'ai des souvenirs. J'ai fait pire avec mes filles, je leur ai donné en plus des prénoms abénakis. Mais cette frustration-là, bon, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, on est tout le temps après ça jugé selon les standards euro-canadiens. Moi, c'est pas pire, je sais quand même me débrouiller dans la vie par rapport à ça. Quand j'ai eu à faire une entrevue ici, bon, ben, j'ai pas mis de l'avant ma frustration, j'ai pas mis de l'avant comme la victimisation. Je suis allé vers des solutions, vers comment on pourrait faire en sorte qu'on soit dans une perspective positive. Je savais qu'est-ce qu'il fallait que je dise en entrevue. D'autres personnes qui n'ont pas peut-être ces habilités-là, qui n'ont pas eu à vivre en milieu urbain, qui ont beaucoup de frustration, vont se faire dire « t'es dans la victimisation, t'es négatif, t'es frustré, t'es fâché ». Puis on va les rejeter, puis on les admise. Il n'y aura pas d'admission ici en droit. Donc, c'est tout le temps vivre selon ces standards-là, qui est une autre source de frustration.
On n'a pas à... Puis, comment on va pouvoir finir par en arriver à être autonome, indépendant, c'est quand il va y avoir justement un changement d'attitude de la part des institutions, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient policières, qu'elles soient de la santé. Combien d'amis j'ai eu à Val-d'Or qui sont allés à l'urgence et qui se sont fait renvoyer à la maison parce qu'on pensait que c'était juste un Indien sous. Donc, ce changement-là, il va falloir que les organisations en prennent compte de ça, prennent compte du rôle qu'ils ont à jouer là-dedans. Si on veut vraiment que les choses changent, que le racisme systémique arrête, bien, ça va passer par des conscientisations individuelles aussi. Comme je le disais, cette commission-là, le travail de cette commission-là va être jugé face aux vrais résultats qu'il va y avoir au bout de l'année. Il va être jugé face aux actions gouvernementales qui vont être prises. On parle de réconciliation, souvent, que ce soit dans le mandat de la commission, où c'est tellement trendy, c'est tellement à mode le mot réconciliation. Mais pour qui la réconciliation? Nous autres, les Premières Nations, on a eu à subir tout ça. On nous demande de se réconcilier, on nous demande... Cette réconciliation-là, c'est utile pour qui? C'est une chose qui se pose souvent chez les Premières Nations. C'est-tu encore là une autre volonté d'État pour pouvoir mieux asseoir sa souveraineté sur le territoire, sur nous aussi? Donc, pour terminer, parce que c'est le fun quand il y a un petit peu de temps pour pouvoir poser des questions, j'espère que j'ai confiance au travail de la commission. Les gens à Val-d'Or et à Lac-Simon, je pense, ont généralement confiance au travail de la commission en tant que tel. On va voir après. La présomption que ça va donner rien est encore là. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'on va être capable de renverser cette présomption-là par des actions. Donc, Théo Léoné, excusez ma présentation un peu décousue. Je n'ai pas eu le temps vraiment de me présenter, de me préparer beaucoup avec ma vie d'étudiant ici à l'école. Donc, Théo Léoné, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici. Et M. Saint-Hilaire. Merci. Lucidité, mais quand même de l'espoir. Il ne reste plus énormément de temps. J'ai très mal géré le temps. Je suis complètement incompétent comme gestionnaire. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Moi, je veux laisser l'occasion à vous, ici présents, de poser des questions ou à nos conférenciers, profiter du temps qui reste. Oui. Vous avez... merci de votre présentation à tous. C'était très intéressant, très instructif. Vous avez parlé de solutions au début, que le racisme systémique ne pouvait pas recevoir nécessairement une solution juridique, et bien que les solutions juridiques étaient pas adéquates pour le racisme systémique. Là, en raison, on a vu que les traités ne comblaient pas tous les problèmes, qu'il restait encore des problèmes, et qu'on attendait de voir les résultats de la commission, pas juste qu'est-ce qui allait venir après. Je me demandais, juridiquement, est-ce qu'il y avait des solutions qui sont sur la table, ou c'est vraiment des changements chez les individus qui composent le système qui sont mis de l'avant? C'est quel genre de changement? Quelle est la nature des changements qui devront prendre place pour qu'il y ait une amélioration des relations des Premières Nations entre les Autochtones et les non-Autochtones? Bon, l'ingénieur de service va répondre. Donc, c'est les deux, je pense. Il peut y avoir des solutions juridiques. Moi, j'ai fait de la politique. J'ai travaillé dans des conseils de bande. Puis aujourd'hui, je me retrouve en droit. Ben, c'est entre autres parce que je pense qu'une des avenues possibles, c'est justement le droit. De grandes avancées, justement, comme M. Schultz l'a dit, par rapport aux droits des Premières Nations. C'est fait, entre autres, par le biais
du juridique. S'il n'y aurait pas eu l'arrêt Malouf, il n'y aurait pas eu de négociation, le gouvernement du Québec aurait continué à exploiter le territoire sans consulter les crises, sans consulter les Inuits. Donc, ça fait partie intégrante, c'est quelque chose de très important. C'est sûr qu'après ça, il faut aussi que les individus prennent conscience. Tu sais, à Val-d'Or, bon, ben, ceux-là qui gèrent les situations de crise, puis tout ça, c'est des policiers, c'est des individus. Comment on fait pour en arriver à ce qu'il y ait moins de douchebags dans la police? Comment on fait pour faire en sorte que les policiers soient mieux informés, soient plus conscients? Bon, ben, ça fait partie du système d'éducation. On a un élève ici en droit qui a fait sa technique policière, qui me racontait qu'il y a une étude qui a été faite où les valeurs des policiers avant Nicolette et après Nicolette, Nicolette c'est le centre de formation des policiers au Québec, étaient différentes. Donc, où on apprenait aux gens à penser comme une police, puis c'est pas nécessairement dans le bon sens du terme que je dis ça. Là. Donc, comment on va faire? Est-ce que ça serait comme en Allemagne, où dans bien des Länder, on oblige les policiers à avoir un bac universitaire avant, ça permettrait d'avoir des policiers avec une plus grande ouverture d'esprit, avec une meilleure éducation? Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais il y a des solutions dans la formation, puis dans l'éducation, après ça, ça va venir par les cours qu'on offre aux gens au secondaire, tu sais. Dans les écoles secondaires, on trouve souvent des cours d'espagnol, de mandarin, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir des cours aussi d'Innu ou d'Algonquin, d'Abenaki pour justement avoir une compréhension de ce qui est sur le territoire, de l'histoire du territoire. Moi, quand j'étais à Val-d'Or, avant d'être député, j'étais technicien en travail social dans 2 écoles primaires où il y avait 14 et 16 d'Autochtones. C'était des écoles de la commission scolaire normale. Et un de mes mandats, comme on dit très largement, comme ça le définit, tu vas combattre le racisme. Donc, comment tu fais ça dans la vie, combattre le racisme? Fait que là, je me suis mis à penser à ça. Ça a été bien parce que j'ai pu créer mon emploi, créer un peu mes fonctions. Là, je me suis dit, bon, ben, ça passe par l'information. Il faut faire comprendre aux enfants c'est quoi les réalités des Premières Nations. Fait que chez les plus petits, qu'est-ce que je faisais? C'est que je prenais des contes à ma mère, puis je venais de leur conter des histoires de papa quoi, de qu'est-ce qui se passait dans la commune. La commune, c'est la forêt à Odanak. Il y a beaucoup de contes à ma mère qui se passent dans la commune. Et ça permet peut-être de changer le narratif. Au lieu que ce soit tout le temps des petits princes et princesses dans la forêt noire qui se font bouffer par une vieille grand-mère, bon, ben, on change le narratif. Pour un peu plus vieux, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais du bricolage pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a beaucoup d'éléments culturels de la nation québécoise qui viennent des Premières Nations. Ça, c'est une autre chose aussi, c'est que la nation québécoise, on a des racines françaises, des racines anglaises, des racines irlandaises, mais on a aussi des racines qui viennent des Premières Nations, et ça a été nié suite à la conquête. Je pourrais faire un exposé là-dessus, si vous vouliez un jour. Tu l'as sûrement déjà entendu de toute manière, mon exposé là-dessus. Mais bon, fait, je faisais des bricolages avec les jeunes pour justement leur faire comprendre qu'il y avait beaucoup d'éléments culturels du Québec qui venaient des Premières Nations. Puis les plus vieux, 5e, 6e année, je leur faisais un cours d'histoire, mais sans censure. Je leur parlais du génocide, je leur parlais des pensionnats, je leur parlais de... Puis je pense que c'est dans les standards euro-canadiens, qu'est-ce qu'on fait souvent dans l'histoire, c'est qu'on raconte juste les bons coups de notre histoire. Donc, si on arriverait dans les cours où on pourrait justement faire comprendre à la société dominante que c'est pas juste des bons coups qu'il y a eu dans leur histoire, bon, ben, ça pourrait justement changer la perception que les Euro-Canadiens pourraient avoir face aux jeunes des Premières Nations ou aux minorités en général. C'était un peu long, excusez-moi. Oui, il y avait une intervention. Vous aussi, je l'adore. Ouais, ça, mais... Je voulais juste vous féliciter pour votre conférence aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un sujet très important. Je suis vraiment contente de voir des étudiants autochtones qui étudient en droit. Parce que finalement, je travaille à l'Université Bishop, je suis la conseillère aux étudiants autochtones. Nous n'avons pas de faculté de droit à cet endroit-là. Mais l'automne dernier, on a eu une conférence du sénateur Morin-Sinclair. Puis, une de ses quotes qu'il a dit, c'est que
Donc, le système qu'on a présentement a vraiment toutes les politiques d'assimilation. Le côté juridique a une grosse importance, donc, parce que la façon qu'il comparait comme aux États-Unis, qu'il y a eu beaucoup de guerres, d'actions plus violentes et bon de l'ordre, tandis qu'au Canada, il disait c'est beaucoup par le système juridique, les lois qui ont fait les politiques d'assimilation. Donc, il disait c'est super important donc qu'on ait de nos personnes autochtones qui vont étudier en droit pour former des avocats, Donc, ici, c'est les politiques qui ont fait toutes les l'assimilation et tout ça. Donc, ça peut être par cette façon-là aussi qu'on va renverser la vapeur et donc mettre des choses en place. Donc, je trouve ça vraiment bien que votre programme, que vous mettez de l'emphase à l'Université de Sherbrooke, donc c'est des programmes par rapport aux droits autochtones et que les étudiants aussi. Je vous félicite là-dessus. On ne va pas s'asseoir sur nos lauriers, par contre, parce que je vous dirais qu'on a encore pas mal de travail en comparaison de ce qui se fait, notamment là, au Canada anglais, dans les facultés de droit. Mais je m'autorise à votre quand même. Chaque petit pas compte. Merci énormément. Vous allez aussi. Moi, je suis une Val-d'Orienne, je suis allée à Saint-Sauveur pendant qu'Alexis travaillait là, tout. Mais vous avez parlé beaucoup des policiers à Val-d'Or. Il y a eu un projet de poste de policier plus avec des policiers autochtones, puis tout. J'aimerais ça avoir vos commentaires sur ce sujet. Ben, c'est pas une mauvaise idée à la base, là. Après ça, qu'est-ce que j'ai entendu dire s'il y a eu des problèmes de recrutement de policiers autochtones? Déjà que, tu sais, dans beaucoup de communautés, il manque de policiers autochtones du fait que on est tellement judiciarisé pour des problèmes sociaux qu'on se retrouve dans les jeunes se retrouvent souvent avec des casiers judiciaires pour des choses que quelqu'un à Val-d'Or serait retrouvé en désintox ou aurait été traité par le système de santé. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui ont accès à devenir policiers du fait qu'il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça dans les problèmes de recrutement? C'est que les communautés avaient, déjà qu'on n'a pas beaucoup de policiers autochtones dans les communautés, avaient bien de la misère à vouloir emprunter à la SQ. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Encore là, il reste à voir en quoi ça peut, comment ça peut être mis en place, puis comment ça va être reçu après ça. C'est quoi le vrai travail, là? C'est comment que les actions sur le terrain vont être faites. Là. Comme je disais un peu tout à l'heure, on va juger selon les résultats. Mais il est encore un peu tôt pour dire qu'il y a beaucoup de résultats par rapport à ça. Moi, j'en aurais peut-être, il reste un peu de temps. J'aurais peut-être une ou deux questions, en fait, d'ordre général, un peu des réflexions qui auront suscité chez moi là, cette table ronde. Je me demande si cette commission d'enquête ne peut pas avoir comme effet indirect d'un peu occulter l'hypothèse qu'on puisse avoir un problème avec la police en général, au Québec ou plus largement en Amérique du Nord. Je me demande aussi quelles sont les attentes qu'on peut raisonnablement avoir à l'endroit de la présente commission. Paradoxalement, donc, en ce moment, ce qui fait la manchette, c'est l'arrestation donc je fais une analogie avec une commission récente sur la liberté de la presse. La commission Chamberlain a rendu son rapport, je pense que c'était le 17 décembre dernier, et les policiers viennent d'arrêter sans mandat sur dénonciation un journaliste. Donc, l'efficacité des commissions d'enquête ou ce mode qui est de plus en plus commun pour les politiques et puis ça, je pense à la lettre ouverte que votre doyen Robert Leakey avait fait paraître dans Le Devoir. Il avait présenté le scénario comme une pièce de théâtre en 5 actes, en fait. Voici une pièce en 5 actes et les étapes par lesquelles on passe au Québec pour, à la suite d'une crise, créer une commission d'enquête. On crée la commission, on donne l'impression de faire quelque chose.
Ça occupe l'attention du public pendant un moment. Le public s'indigne des coûts. On se rend compte que le mandat de la commission est trop large. Il y a le débat sur la prolongation du mandat. Finalement, coup d'éclat, on prolonge le mandat. La commission rend son rapport. Le rapport n'est lu par personne, mais critiqué par tout le monde. On insiste sur les détails les plus croustillants. Je pense à Charbonneau. Les recommandations, personne n'en a parlé. On a juste cherché dans la première partie les faits plus sensationnels. Et après, le gouvernement s'engage à peut-être mettre en œuvre quelques recommandations ou une version édulcorée de celle-ci. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur la mise en œuvre, après quoi l'attention du public est redirigée vers un autre problème. Donc, je ne veux pas être trop cynique à l'endroit de l'exercice, mais on parle de discrimination systémique. Nous avons des termes issus de la littérature savante universitaire. On a discrimination systémique, on a des concepts issus de la jurisprudence. Mais dans l'affaire qui nous occupe, là, qui va occuper ou qui doit occuper la commission vient, rappelle par exemple l'affaire Picton. Donc très longtemps, des femmes disparaissaient au centre-ville de Vancouver, femmes, autochtones, toxicomanes, prostituées. Il semble que les policiers de Vancouver aient accordé très peu de valeur à ces personnes humaines. Ma question est la suivante. Au-delà des mots consacrés par l'usage tels que discrimination systémique, le principe de base qui est issu de notre tradition juridique après la Seconde Guerre mondiale, c'est le principe d'égalité de dignité humaine. Et je me demande comment est-ce possible de s'attaquer à un problème que je reformulerai personnellement en d'autres termes, c'est la déshumanisation de certains individus. Donc, on parle du racisme systémique, de la discrimination systémique, du financement des programmes, des effets à long terme, mais en 2018, dans un pays comme le nôtre, il y a des raisons raisonnables de craindre, de croire que des personnes placées en situation d'autorité qui sont là pour protéger les individus les plus vulnérables les déshumanisent. Donc, quelles sont les attentes qu'on peut vraiment avoir concrètes à l'endroit d'une commission d'enquête? On va établir des faits, on va faire des recommandations. Je ne suis pas certain d'être aussi optimiste, en fait, que M. Wawano. C'est une question, mais c'est un peu, peut-être plus une critique. Hein. Pas de votre présentation de l'entreprise. C'est un peu long, pardon. Okay, I think I'll speak in English, but I think that many of your comments, I agree with you. It's difficult to think about how to change problems which are so structural, pervasive, embedded in a whole range of interlocking systems. And so what is the role of commissions? In some ways, I think they have an educational role, but there is a process where these issues are being brought to people's attention. And it could be, however, that when the report is submitted, it's forgotten. Sometimes, it's interesting that sometimes you'll see many of these commission reports used in litigation subsequently, which is an interesting way in which public reports, law reform commission reports, other proactive reports which document a problem can be used as important sources of information and evidence subsequently in litigation. But I just lost my train of thought. But I was going to say, sometimes you'll also see more direct impacts. For example, I think with the Commission sur la vérité et la réconciliation et la vérité, or the Truth and Reconciliation Commission, it was interesting that they didn't publish recommendations, they published calls to action, appel à l'action, which I think spoke to their concern that they didn't want their recommendations or their calls to action to be filed away and forgotten. They wanted them to have an impact. And in some other contexts as well, the inquiry into racism in the criminal justice system in Nova Scotia, the Marshall Inquiry, also had very specific action, points of action.
So it seems to me that that's important and perhaps specific. It may be important not to have a general recommendation that we deal with systemic racism. It's important to do that or contest, but specific, like the recommendation that we do not imprison, we do not send someone to jail for non-payment of fines, some concrete actions. But one of the examples from the Truth and Reconciliation Commission, one of their calls to action was that legal education should take on. Law faculties and law schools should be teaching more about issues of the realities of Indigenous peoples, the historical wrongs, the ways in which the Canadian legal system addresses these issues, the ways in which traditional Indigenous legal systems address issues of law within their communities and historically. And I have seen, at least at the Faculty of Law at McGill, and I've heard from other faculties of law across the country, that there are, and just what Maxime was mentioning, even in terms of events like today's event, that there has been a response to that call to action. And obviously it's not perfect. So I guess just on a final thing, I think that in some ways, these commissions document substantive inequities and problems. But we need to think about what processes we can construct to begin a process of change in society as well as in law. And law can be, as we know, as you mentioned, or as was mentioned, the source of the problem as well as part of the solution. But processes, I think, means that we have to be attentive to putting power back into the hands of the community that has been subject to the worst violations of those rights, and listening to those individuals from various communities, consultation, but also according decision-making and participation rights in our democratic processes that that reinforce the autonomy of those who have been historically subject to victimization. Because one of the problems, it's important to have the option of going to court, but having judges define the problem from above is not always as empowering as allowing communities themselves to begin to define how they understand the problem and the solutions. Alors, ça c'est juste quelques petites idées. C'est déjà beaucoup, c'est énorme. Alors, je dois maintenant clore. Merci encore une fois d'être venu, votre participation, à nos conférenciers, à tout ça. Voilà. Je retiens l'idée d'une école de bricolage pour policiers. Merci, ouais. Merci à vous. C'était un cours 13 heures. Ouais, ben merci d'être resté. Guillaume, je sais pas si vous connaissez, Guillaume, il a fait le concours, il était là à McGill, ils ont fait une équipe pour le concours, comment ça s'appelait? Ah oui, super. Ils ont organisé l'équipe sans, on n'a pas eu le temps de reconnaître l'activité, c'était du bénévolat total, totalement volontaire. Oui, c'est intéressant parce que c'est différent, c'est pas adversaire. Oui, c'est ça, exactement. Ça change, alors il faut faire des choses comme ça. Oui, pour trouver des solutions créatives. Oui, exactement. Ah, mais super. C'est très amusant. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Merci d'être venu. Merci de votre participation. Bonne journée. Merci. Oui. Bon, super. Est-ce que